Forum. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Forum FM. Bonjour et bonsoir, chères auditrices et auditeurs. Nous sommes aujourd'hui le 18 octobre 2022. Alors c'est hier justement que j'aurais pu vous faire cette émission parce que le 17 octobre marque les 35 ans de ma prestation de serment en qualité d'avocat. Mais il y a eu un grand événement, c'était le trophée du Ballon d'Or qui a été attribué à Karim Benzema, que j'apprécie d'ailleurs beaucoup pour son style de jeu et que je considère comme mon fils puisque il coïncide un peu avec le cadeau. Si vous voulez, moi j'ai prêté serment le 17 octobre 1987 et lui il est né le 19 décembre 1987, donc à 2 mois près, après ma soutenance, plutôt après ma prestation de serment. Donc je coïncide ma joie à la sienne. Ce footballeur international français et talentueux, évoluant au poste d'avant-centre au Real Madrid, et donc un plus pour moi à la célébration des 35 ans de ma prestation de serment. D'ailleurs, je vous fais passer quelques images que j'ai pu capturer pendant la cérémonie de remise, donc justement de ce ballon d'or qui a permis à un Français de nouveau de l'avoir. Karim, vous pouvez également voir derrière nous ce ballon d'or NFT dans l'écran. Avancez, avancez. Venez, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, Karim Benzema! Un grand merci à toutes et à tous pour ce soir avec nous. Félicitations à l'ensemble des vainqueurs ce soir. Merci à toutes les joueuses et tous les joueurs d'avoir été présents ce soir pour continuer à écrire ensemble la légende du Ballon d'Or. Pour la 67e édition du Ballon d'Or France Football. Merci beaucoup, Didier. C'est samedi. Toujours un plaisir. It's been an amazing night. Thank you everyone for being here. See you next year for the... Vous venez donc de suivre cette image, mais je dis bravo donc à ce natif de Lyon qui intègre à l'âge de 10 ans le centre de formation olympique de l'Olympique lyonnais. Il va d'ailleurs signer son premier contrat professionnel en 2005 et il remporte avec le club lyonnais de nombreux trophées comme le championnat de France en 2005, 2007, 2007, 2008 et la Coupe de France en 2008. Alors, le trophée des champions en 2006, 2007. En tout cas, mes félicitations à Karim. Je ne voudrais pas vous présenter toute la cérémonie parce qu'aujourd'hui, depuis presque 24 heures, on ne montre que cette cérémonie de remise du Ballon d'Or. Donc je passe plutôt maintenant à l'évocation de ma qualité d'avocat puisque je célèbre les 35 ans de ma prestation de serment, contrairement à certains énergumènes qui disent qu'ils racontent n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est les mêmes qui ont raconté la fameuse affaire des matsouanistes. Je tâcherai d'ailleurs de joindre le guide des matsouanistes, Tatamia Kangila,
qui est à Mabama-Mpissa, qui est en difficulté, comme vous le savez, puisque l'émission, il y a quelques jours, j'ai parlé de l'expropriation qui est en cours. Alors, il faudrait qu'il me donne de plus en plus d'informations. Et ça sera donc une émission spéciale pour mercredi ou jeudi de cette même semaine. En tout cas, je reviens donc sur ma prestation de serment, parce que je vous montre les images que j'ai gardées. Malheureusement, le film de ma prestation de serment, c'est parmi les documents qui ont été volés lors du passage des pillards des services de police de Jidéo et de Mboulou. Et d'ailleurs, Mboulou, je ne sais pas si je pourrais vous montrer au cours de cette émission le scandale de ces acquisitions, notamment un bateau de croisière qui fait le long du fleuve Congo pour arriver dans son village que vous connaissez, Moussaka. Voilà des grands voleurs comme ça qui n'ont pas honte d'étaler leurs richesses volées. C'est pas normal, comme disait Yombi. Le vol est devenu la norme. Le mensonge est également devenu la norme. Aujourd'hui, force est de constater que le vol, qui était dans notre société un phénomène de honte pour la famille et de bannissement au sein de la tribu, devient une source naturelle d'enrichissement. En tout cas, j'ai pour moi le dégoût pour ces voleurs, pour ces menteurs et pour ces tueurs. Je voulais vous dire tout simplement que pour moi, la politique au Congo ne m'a jamais intéressé telle qu'elle se fait. Parce que le politique congolais n'a jamais pu me dompter d'ailleurs. Car mon seul maître, c'est la primauté du droit, qui permet la meilleure garantie des droits de l'homme. Mes prises de position m'ont valu d'ailleurs un bannissement avec interdiction d'exercer mon métier d'avocat au Congo. Après 3 mois à peine où j'ai commencé à exercer. Parce que d'abord, j'avais exprimé ma différence à la conférence nationale. Il fallait que je sois écarté du jeu politique coûte que coûte. Il fallait que je sois également écarté du jeu de la justice congolaise, de l'administration de la justice congolaise. Parce que j'avais pris la défense des journalistes de Télé-Congo, dont Dulcine Pambou, accusé par le PCT à l'époque de manipulation d'informations, suite aux arrestations de Maurice Nguesso, le frère de Sassou Nguesso, et Justin Lekunzu Iti Ose Etumba. L'incident d'ailleurs de mon éloignement du barreau qui venait d'être institué à Brazzaville date de longtemps. C'est un incident qui remonte de l'époque où je rédigeais ma thèse. Et je me souviens bien, c'était maître Hervé Ambroise Malunga, qui était lui inscrit à l'école de la magistrature. Et après d'ailleurs, il est parti à Brazza pour prêter serment en qualité d'avocat. Et donc il m'avait précédé. Et lorsqu'il est arrivé à Brazzaville, il a prêté serment, il était au cabinet de Roger Martin. Et moi, après ma thèse, donc je me suis inscrit à l'Institut d'études judiciaires. C'est un centre d'études judiciaires, on appelait à l'époque centre d'études judiciaires, pour mon admission au centre de formation professionnelle des avocats de la Cour d'appel de Paris. On l'appelait à l'époque CFPP.
Alors, Maître Malonga s'était rendu à Brazzaville pour prêter serment en qualité d'avocat. Lui qui avait obtenu une bourse études en France, après sa licence obtenue au Congo pour une formation de magistrat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais pour ma part, dès l'obtention de mon doctorat d'État et pendant ma formation au CFPP, sous la présidence de Mario Stasi, qui était bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 1986 et 1987. Et d'ailleurs, il faut noter que Mario Stasi admirait beaucoup le travail que je faisais parce que lui-même, il était un militant des droits de l'homme au niveau international. Cet avocat qui avait prêté serment en 1958, alors que je n'avais que 5 ans, et qui a également connu Maître Modirino Massengo, dont il est le cadet de près de 40 jours, parce que si ma mémoire est bonne, Mario Stasi est né en mai 1933, alors que Modirino est né le 11 mars plutôt, 1933 aussi. Et tous les deux, ils ont au moins un point commun, c'est que ils étaient secrétaires de la conférence des avocats. C'est-à-dire, par contre, Mario Stasi était président de cette association amicale des secrétaires de la conférence des avocats, lui du barreau de Paris de 2005 à 2006. Bref, donc moi, après ma soutenance de thèse et après mon inscription au centre de formation professionnelle des avocats de Paris, j'ai décidé de me rendre au Congo afin de prêter serment en qualité d'avocat. Et malheureusement, je n'ai pas pu le faire en octobre 1986 lorsque je me suis rendu, car le ministre Kimbembe n'a jamais signé la décision de mon admission comme avocat. Donc j'étais reparti en France. Ce n'est qu'une année plus tard, lorsque je me suis plaint auprès de Gérard Bitsindou, qui était à l'époque secrétaire général de la présidence de la République, que ce dernier s'adressera au ministre de la Justice Dieudonné Kimbembe, qui lui avouera qu'il avait eu des informations selon lesquelles que je n'avais pas les diplômes requis pour être reconnu avocat. Alors, Gérard Bitsindou était interloqué, stupéfait, connaissant la réalité des faits et mon parcours universitaire, et défendu mon dossier, et je fus donc admis comme avocat. D'ailleurs, avant d'être admis comme avocat, entre-temps, le commandant Moïse Sola, juriste, s'il est encore en vie, il peut le témoigner, il était à l'époque conseiller du garde des Sceaux, ministre de la Justice, donc Dieudonné Kimbembe. Il va procéder à des vérifications dans les universités françaises pour s'assurer de mon parcours universitaire et de mes diplômes. Ce sont donc des tergiversations et tracasseries inutiles. Pourtant, il le savait très bien, mon parcours, qui était bien jalonné de nombreux diplômes. Mais en tout cas, d'une part, parce qu'en tant que premier spécialiste francophone en droit international de l'homme, ma thèse d'État avait été annoncée plusieurs fois. Et même dans le journal Le Monde, des 28 février 1986 et de 2 et 3 mars 1986. D'autre part, tous les étudiants boursiers étaient bien enregistrés à la direction de l'orientation des bourses, la DOB à l'époque. Donc il n'y avait pas de tricherie, puisque à l'époque, tous les résultats scolaires étaient envoyés à la DOB. À la fin des études, la DOB vous délivrait une attestation avec la mention du diplôme obtenu. Cela a été mon cas. Et cela aussi a été le cas de plusieurs étudiants
qui sont rentrés honnêtement dans la fonction publique ou qui ont occupé des postes dans le pays. C'est pas aujourd'hui où nous avons la vague des tricheurs, des gens qui veulent acheter des diplômes quand ils pensent qu'il y a des faux diplômes qu'on peut présenter à l'administration publique. En tout cas, mon attestation de la DOB était délivrée par Gabriel Nchaebia sous le numéro 53, signé le 10 septembre 1986, et que j'avais pourtant pu joindre à mon dossier remis au ministère de la Justice. En tout cas, j'ai eu cette tracasserie, mais finalement, en fin de compte, je crois que c'était le 12 ou le 13 octobre 1987, il y a la décision qui tombe, et que je pouvais donc prêter serment. La décision est tombée, la cour d'appel de Brazzaville, présidée à l'époque par mon ami Auguste Ilouki, qui était lui-même aussi docteur en droit. Il va réceptionner, il va décider d'organiser une cérémonie de prestation de serment où je serai seul, et c'est la solennité. Vous voyez les images que je vous montre. Donc, par rapport à ce refus, en fait, en réalité, parce que je vais revenir sur ça, par rapport à ce refus qu'opposait le ministre Dieudonné Kimbembe, garde des Sceaux, c'est parce qu'on voulait me sanctionner en raison de ma position d'opposant aux côtés de Maître Moudileno Massengo, qui fustigeait le pouvoir de Brazzaville, qui avait écrit un ouvrage, qui écrivait d'ailleurs beaucoup dans sa revue le Front commun d'abord, Fédérco d'abord, et puis ensuite le Front commun. Moi, j'étais très proche donc de Moudileno Massengo, tout le monde le savait. Nous avons des liens de famille. Et en plus, j'étais aussi proche de Séraphin Bakouma. Et Augustin Poignet, Aimé Matika, Guy Menga, Guy Romain Kimpoussia, Koman Kassa et Kondi Akala, Pascal Lissouba. Et d'ailleurs, Blaise Bakwa, qui nous a permis au Vésiné, et plutôt à Lévigny, de créer notre journal, ce qu'on appelait le journal L'éveil congolais. Je vais peut-être vous montrer un exemplaire de cet ouvrage, de cette revue. Vous voyez par exemple L'éveil congolais, je vous montre quelques numéros. Vous en avez là. C'était les feuillets qu'on sortait. Et là, je dois en avoir... ici, là, vous voyez, je dois en avoir quelques-uns. Je dois avoir peut-être une trentaine. On avait commencé à publier, beaucoup. Voilà. Alors, donc, nous gardons les archives parce que, heureusement, aujourd'hui, je suis dans la bibliothèque de Genève où j'ai suffisamment de documents. C'est pour ça que je me permets justement de présenter ce genre de choses. En tout cas, ma position d'opposant, donc aux côtés des personnalités que je vous ai citées, était pour Dieudonné Kimbembe une possibilité de me coincer, de m'empêcher justement d'exercer ma profession d'avocat à Brazzaville. En tout cas, Dieudonné Kimbembe, perd son âme, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne pouvait pas l'ignorer, puisque Jean-Marie Ewing ne pouvait pas ignorer le fait que j'étais, il ne pouvait pas ignorer que j'avais les diplômes requis justement pour prétendre à la profession d'avocat. Et surtout que lors de ma soutenance de thèse, Marie Ewing, ambassadeur du Congo à Paris, figurait parmi les personnalités qui ont rehaussé de leur présence à ma soutenance de thèse. Plus tard d'ailleurs, il me fera révéler que ma présence au Congo n'était pas la bienvenue à cause de mes activités de défenseur des droits de l'homme et d'opposant. Ça, c'est
le commandant Dieudonné Kimbembe qui va me faire cette révélation. Mais bon, je lui en ai pas pris rigueur. J'ai dit, bon, mais vous faisiez votre boulot, hein. Il y avait une ligne de la politique PCT qui empêchait les gens, justement, comme nous, de rentrer au pays et d'avoir cette liberté d'exercer. Donc, en effet, je veux aussi parler d'un point. J'étais parmi donc les cofondateurs, comme je vous ai dit, et co-rédacteur de l'Éveil congolais, cet organe de l'opposition hostile au régime de Sassou. Donc, j'ai attendu une année avant donc de prêter serment en 1987, 2 jours donc après l'annonce de l'assassinat de Thomas Sankara. Et d'ailleurs, j'étais passé même à la télévision congolaise pour évoquer cet assassinat et pour parler des droits de l'homme. Et quelques jours après, c'était le 21 octobre 1987, où je devais parler la journée internationale des droits de l'homme. Alors donc, je reviens sur le fait que pourquoi j'avais commencé à avoir des problèmes, pourquoi je n'ai pas pu exercer, parce que sur son invitation, le doyen des avocats, que vous voyez là, ici en image, Maître Roger Martin, qui faisait office de bâtonnier à l'époque, m'avait reçu dans son étude le 20 octobre 1987 en tant que 26e avocat inscrit au Congo et premier spécialiste de droit international, des droits de l'homme et premier spécialiste francophone, il faut le dire, parce que le droit international des droits de l'homme, c'est Karel Vazak qui sera rapporteur de ma thèse, qui va justement l'instituer. Et donc, le premier francophone à qui on va attribuer cette première spécialité, c'était moi. Il s'avère que je suis un Congolais francophone et qui va justement permettre à ce que je sois parmi les juristes africains qui devaient justement contribuer au développement de ce droit international des droits de l'homme. Donc, Maître Roger Martin va donc chercher à envisager une collaboration avec moi dans son cabinet pour assurer également les intérêts de l'État. Et ça, Maître Malunga, qui était son stagiaire, qui était en dernière année, puisqu'il était déjà stagiaire depuis une année, donc parce que le stage durait 2 ans, et que lui, il en avait pris ombrage, parce qu'il pensait que moi, j'allais le remplacer ou j'allais le dégommer. Non, c'était pas ça. Alors, il faut souligner que moi, je venais, il faut dire que le premier avocat congolais, c'était Maître Moudilino Masengo, qui était rédacteur en chef de l'étudiant congolais, organe aussi de l'association des étudiants congolais, affilié à la Fédération des étudiants d'Afrique noire, francophone, la FEANF, initié par Lazare Matsokota et relayé par son ami d'enfance, Léonard Metoudidi, qui, avec le soutien du mouvement Action Congolaise, comprenant Mambou et Menyali, Joseph Niakanda, Aïdra Baba, Samba Dakon, et eux, Moudi Leno. À la suite, il y aura donc Maître Mbemba, que Moudi Leno va initier, qui deviendra d'ailleurs président de l'Association des étudiants congolais en France de décembre 1968 à décembre 1970, et qui sera aussi président de la Fédération des étudiants africains en France, de décembre 1971 à décembre 1972, avant qu'il aille au Congo plutôt pour participer à la conférence du parti. Et c'est en ce moment-là que Maître Mbemba va s'installer à Brazzaville et deviendra, quant à lui, le 6e avocat congolais inscrit en 1973 jusqu'en 1992. Et le Congo n'avait pas encore, il faut le dire, jusqu'en 1992, le Congo n'avait pas encore de Bao. Celui-ci
se fera après la tenue de la conférence nationale, souveraine. Une loi sur l'organisation de la profession d'avocat au Congo sera votée et adoptée le 20 août 1992. Donc, après cette parenthèse, je reviens sur mon serment au Congo où Maître Roger Martin, que vous voyez sur la photo que je vous montre, a voulu qu'on soit donc associé, comme je l'ai dit tout à l'heure en haut, après ma période de stage. En tout cas, Maître Roger Martin, devenu presque aphone, avait émis ce vœu en présence de Maître Hervé Ambroise Malunga, qui était donc, comme je l'ai dit, en dernière année de stage, afin de me prendre dans son étude, mais parce que d'ailleurs, de un, mon profil l'intéressait beaucoup. Je n'avais pas décliné l'offre. En effet, j'avais, en octobre 1986, il faut le dire, été admis comme enseignant vacataire à l'université Marien-Ngouabi pour dispenser des cours de droit international. Je vous montre d'ailleurs le procès verbal de la réunion du Conseil du département des sciences juridiques et administratives du 24 octobre 1986, signé par le doyen Jean-Claude Mavila, paix à son âme. En tout cas, mes obligations extérieures et le système politique peu rassurant de l'époque ne me permettaient pas de continuer à dispenser des cours. Le doyen Jean-Claude Mavila a beaucoup regretté mon renoncement par la suite. Vous voyez sur la liste même de cette nomination, vous avez des gens comme, vous avez Placide Linga, et vous avez pas mal de personnalités que vous voyez qui sont devenus des grands juristes. Et en fait, des noms qui comptent pour la faculté de droit de Brazzaville. En tout cas, cependant, j'avais prévenu à Maître Roger Martin que c'était pas possible que je puisse travailler avec lui pour l'instant, parce que j'ai dit qu'il fallait peut-être attendre 2 ans que moi aussi je termine mon stage, parce que j'étais inscrit, comme j'avais dit, au centre de formation professionnelle d'avocat, et puis j'avais des engagements avec des avocats, ceux qui prenaient en charge mon stage au barreau de Paris où j'étais inscrit, contrairement à ce que les gens racontent, parce que souvent les gens racontent n'importe quoi. En plus, la preuve en est que Mario Stasi, que je vous ai présenté tout à l'heure, avait préfacé mon ouvrage « Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique ?» Et d'ailleurs, Jean-Claude Vogue, que je vous présente, un grand pénaliste, était très proche de moi. Je partais lui donner un coup de main aussi dans son cabinet. Il m'avait même préfacé son ouvrage, qui est un excellent ouvrage. Je vous le montre. Je vous montre cet ouvrage de Jean-Claude Vogue, si vous pouvez le voir. Jean-Claude Vogue, il est docteur en droit aussi, avec la préface du professeur de droit judiciaire privé, Roger Perrault. Voilà ce qu'il avait écrit. Lisez bien ce qu'il avait écrit. Je vous le montre parce que c'est très important, parce que parfois, il y a des gens qui racontent des conneries. Alors, Jean-Claude Vogue, que je vous montre sur l'écran, il dit à Maurice Massingo Thiassé, à mon étudiant de choc au CFPP, mon combat arrière et permanent contre la résistance injustifiée à l'exercice d'un droit, à mes sentiments d'admiration pour les faces multiples de son esprit et de son courage. Jean-Claude Vogue, il écrit ça le 10 février 1988. Alors si je n'étais pas au barreau de Paris,
si je n'étais pas inscrit et si on ne me connaissait pas au barreau de Paris? Et comment pouvait-il avoir des grands noms comme ceux-là de droit? Et d'ailleurs, en cela, je peux ajouter celui qui était aussi célèbre, Petitti. Petitti est connu. Petitti est connu, d'autant plus que Petitti, il était le secrétaire, si vous voulez, on avait mis en place une structure des droits de l'homme au barreau de Paris. Il voulait que, justement, j'assure cette structure. Mais compte tenu de mes obligations associatives, je ne pouvais pas. Donc voilà, pour montrer qu'il ne faut pas faire la désinformation. Quand vous n'êtes pas à la hauteur, quand vous ne pouvez pas atteindre quelqu'un par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son rayonnement, ne dites pas n'importe quoi, ne dites pas du mensonge, ça ne sert pas. Donc, je reviens en disant que pour moi, je ne pouvais donc pas accepter l'offre, pour l'instant, de Maître Roger Martin, pour une simple raison, parce que je ne pouvais pas abandonner mes activités. D'une part, en tant que président de la commission chargée des études et de recherche au sein de l'Association des juristes africains, et d'autre part, de responsable à Genève de la Task Force africaine pour la défense des droits de l'homme et des peuples. J'avais donc gardé de bons rapports avec Maître Roger Martin jusqu'à sa disparition. En tout cas, plus tard, à la conférence nationale, vous avez tout suivi parce que vous pouvez avoir aussi des images de la conférence nationale où nous avons vu Maître Hervé Malonga manifester de nouveau son hostilité. On le voit et on l'entend hurler dans la salle. Lorsque je prends la parole en tant que candidat au poste de Premier ministre de transition, il va hurler. Je ne comprenais pas pourquoi mon frère de jeu dans le quartier Wenzé se comportait de la sorte. Mais d'ailleurs, après, par la suite, bon, je le dis, paix à son âme, par la suite, je ne suis pas un homme rancunier. On s'est expliqué, il m'a dit, bon, ben, ça sont des rivalités de profession et tout, bon, je ne comprenais pas les enjeux. Bon, après, en fait, on s'est plus ou moins excusé. Mais il y a eu des gens qui ont essayé même de nous réconcilier. Je me dis, il n'y a pas de problème. Par exemple, bon, il y a les Michel, il y a les Jean-Claude Nzalakazi, ils étaient nombreux, ceux qui étaient avec nous sur le terrain de jeu, qui nous voyaient à Wenzé et tout. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas entre Tina et toi? Parce que Ambroise Malonga, son sobriquet c'était Tina et moi, mon sobriquet c'était Chassé Pro. Donc c'est autre chose. En tout cas, voilà pour montrer un peu parfois pourquoi on arrivait à avoir des problèmes. En tout cas, je vous parle de cet anniversaire et je continue. D'ailleurs, il faut que je continue. Et là où les choses vont se corser, c'est le 2 mars 1993, alors que j'avais commencé à exercer mon métier. La première décision que le Conseil du barreau qui venait d'être mise en place suite aux nouvelles lois, donc c'est la nouvelle loi que je vous ai parlé dans la profession d'avocat, la loi de 92, et fut de me priver d'exercer mon métier. Donc il y a eu une décision arbitraire sous l'impulsion des confrères, comme j'ai dit, au Coco, Jacques que vous connaissez, De Villers que vous connaissez également, Malonga, Ambroise, et du bâtonnier Bob Diamasamba. Ceux qui sont en vie doivent se reconnaître. En tout cas, j'ai adressé une requête à la Cour suprême qui ne m'a jamais répondu jusqu'à ce jour. C'est dans les couloirs du palais que j'apprendrai d'abord par mon ami Nzwala, Patrick, qui me dit, mais écoute, les gens redoutent un peu de tes plaidoiries, de ta capacité de les mettre un peu à nu. Alors vraiment, je ne sais pas quoi faire, parce que là, bon, les avocats ne dépendent plus justement du parquet, et maintenant, vous avez un barreau, c'est entre vous, donc la décision appartient au barreau. Et nous, on ne peut que exécuter. Alors je vous assure, je veux peut-être développer les choses. Le pouvoir donc était intolérant, le pouvoir de Lissouba qui voulait m'éloigner du pays. Il n'avait pas digéré mes critiques et mes nombreux écrits dénonçant les dérapages
de ce que j'ai appelé, moi, à l'époque, l'État upadésien, en opposition maintenant avec l'État pessétien. En tout cas, au cours de ce premier conseil du barreau de Brazzaville, pendant que j'argumentais et protestais contre cette mesure injuste, arbitraire et absurde, un fait grave s'est produit, et je le dis, je le souligne. Jacques Okoko s'est levé et a voulu engager la bagarre avec moi. Il était devenu fou, je dis bien il était devenu fou. Cet ancien ministre de la Transition, pervers et menteur de surcroît, il s'est emparé de son PMK dans la voiture. Il a voulu me faire taire définitivement. Et je vous le dis, de nombreux confrères étaient stupéfaits et même tétanisés. En commençant par maître Gilles Pénapitra, qui a maîtrisé Jacques Okoko, fou de rage. Et d'ailleurs, maître Thomas Njolani, et qui est toujours là, et peut toujours le témoigner, peut-être il l'écrira un jour dans ses mémoires. C'est lui qui m'a calmé en me demandant d'accepter de refaire le stage dans son cabinet. Imagine, on voulait m'humilier. Quelqu'un qui avait déjà un an, qui était déjà sur le terrain international. On voulait m'humilier. Pour reprendre, si vous voulez. Mais c'est pas croyable. Donc, c'est comme quelqu'un qui a son bac. Bon, il a eu la licence, vous lui demandez de refaire le bac. Vous êtes fou. J'ai dit non, pas question. D'autant que Thomas Nzolani était à peine en licence lorsque j'ai commencé à exercer à l'étranger ma profession. D'ailleurs, Thomas Nzolani me disait toujours, il m'admirait parce qu'il avait lu mon premier ouvrage, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, qui est un ouvrage très clair, c'est un b.a.-ba du droit. Donc j'ai été prié, en même temps j'ai été prié de refaire mon stage à Brazzaville. Je dis non, et non, c'était une décision inqualifiable. Pour quelqu'un qui avait déjà exercé à Paris, plaidé au tribunal fédéral de Lausanne en Suisse, et qui a été l'avocat du président Kadhafi, de la Libye, de la famille Bagaza, ancien président du Burundi, de l'opposant gabonais Pierre Mamboundou, des Sahraouis, j'en passe. Vous pensez que moi, j'allais être humilié comme ça? Pour ma dignité, il était hors de question de me faire humilier 6 ans après ma prestation de serment et de refaire mon stage auprès d'un avocat que j'aurais considéré comme mon étudiant en droit. Et ça aussi, il faut le dire. Donc, voilà jusqu'où au Congo on humilie les cadres. En tout cas, le conseil, très mouvementé, fut interrompu. Et quelques semaines après, en pleine audience de la cour criminelle, le conseil il n'avait pas pris de décision. Mais quelques semaines après, en pleine audience de la cour criminelle, où je devais justement défendre une partie, je devais défendre quelqu'un, pendant que je défendais une partie au procès, le premier président de cette cour fera lecture de la décision me demandant de me conformer aux prescriptions du conseil du barreau de Brazzaville. Vous comprenez? Je ne peux pas vous dire ceux qui étaient à côté de moi, qui avaient également la toge d'avocat. Mais j'ai exécuté. Après le procès, je me suis dit, bon, mais écoutez, bon, ça veut dire qu'on m'empêche. Alors qu'en ce moment-là, je travaillais déjà avec Maître Kouka. On était ensemble, c'était pas en collaboration, mais on était des associés. Donc, on était associés avec Maître Kouka, dans le même cabinet qui se trouvait non loin de l'état-major, la maison que le colonel Moukwame Philippe avait mis à notre disposition. Pour ceux qui connaissent bien, la maison qui se trouve au centre-ville, non loin de là où le général Dabira a sa résidence. En tout cas, mon recours auprès de la Cour suprême n'a pas eu de suite. Donc, je n'ai pas pu être rétabli dans mes droits en vertu des articles 65, 66 de la loi du 20 août 1992 sur l'organisation de la profession d'avocat au Congo.
le président Zubabela et Patrice Nzouala m'avaient demandé de m'installer. Il faut savoir que Zubabela était à la Cour suprême et Patrice Nzouala était procureur, m'avait demandé de m'installer à Kinshasa, car le pouvoir upadésien ne supportait pas ma présence au Congo. Après avoir consulté les doyens Ganga Zanzou, Alexis Gabou, donc Zubabela, mon ami Patrice Nzouala et bien d'autres, j'ai pris la décision de ne plus exercer ma profession à Brazzaville. C'est comme ça. Moi, je devais forcer. Mais ils ont dit non, ne force pas, sinon un jour on va te retrouver mort. Voilà les menaces que j'avais déjà subies pendant cette période de Pascal Lissouba, où on avait mis en place justement ce nouveau barreau qui à la tête avait des gens qui étaient pour Lissouba. Bon, on a vu même au Coco, vous connaissez qu'il voulait régler ses comptes, qu'il voulait régler son compte avec Sassou, alors qu'en ce moment-là, je ne connaissais pas encore Sassou. Il faut que je vous le dise. Je ne connaissais pas Sassou. D'où mon éloignement du Congo et ma présence à Kinshasa pendant 5 mois, comme avocat d'ailleurs et conseiller juridique du gouverneur de la ville de Kinshasa, l'ancien premier ministre que vous connaissez, Bernardin Munguldiak. Oui, parce que beaucoup de gens ne savent pas, il est décédé en 1999. J'ai été le conseiller juridique du gouverneur de Kinshasa, donc j'ai exercé à Kinshasa pendant 5 mois. C'est de force. Bon, j'étais à cheval entre Kinshasa et puis Paris, et notamment Genève. J'ai également pris en charge la défense de Louis Koya-Diallo, ancien gouverneur de Lubumbashi, qui deviendra vice-premier ministre de Joseph Kabila en 2012. Donc, parmi les meneurs de cette cabale que j'ai subie, il y avait donc mon vieux frère du quartier Ouenze, comme je l'ai dit, Hervé Ambroise Malonga, qui d'ailleurs, par après, sera nommé membre de la Cour constitutionnelle. Et lui, qui n'a jamais voulu me voir exercer mon métier à Brazzaville. Plus tard, nous nous sommes pourtant réconciliés avec, après sa sortie de prison en 1998. Et grâce à l'intervention de maître Jean-Martin Demba et mes actions que j'ai menées également pour obtenir sa libération. Après, il a compris. Voilà pourquoi parfois on se fait du tort pour rien. Vraiment pour rien. Alors, pour éviter que je sois trop regardant peut-être sur la primauté de droit, cette première décision du Conseil de l'ordre des avocats, mise en place par des hommes de l'Issouba, a été de me suspendre. Parce que, il faut le dire, que certains redoutaient mes plaidoiries et ma présence gênante de redresseur de tort. Sachez tout simplement que ceux qui se sont opposés à mon installation à Brazzaville, pour la plupart, avaient été nommés avocats stagiaires d'une façon d'ailleurs irrégulière. Parce que, n'ayant pas de maîtrise en droit, c'est-à-dire de licence délivrée au terme de 4 années d'études, ou soit un doctorat au regard des dispositions en vigueur au moment de leur nomination, parce que c'est ça aussi le véritable problème. On me reprochait d'abord que je n'avais pas une maîtrise. Mais moi, j'avais une maîtrise de spécialité. Et oui, parce que j'ai été dans un institut d'études de relations internationales. Il y avait des certificats. Le certificat avait en fait l'équivalence d'une maîtrise. Et sinon, je n'allais pas faire un DEA, des diplômes d'études approfondies en droit international. Sinon, après, je n'allais pas faire un DESS, un diplôme d'études supérieures spécialisées. Mais comme je n'avais pas suivi le cursus qui me permettait d'avoir une licence ordinaire, c'est-à-dire une licence, mais eux, ils trouvaient ça bon, c'était pas ça. Mais il y avait des passerelles, il y avait des équivalences. Voilà pourquoi parfois les gens ne comprennent pas. Vous êtes dans un institut qui dépend d'une université. L'institut ne vous délivre pas les diplômes de l'enseignement général. Vous suivez les diplômes, vous avez les diplômes de spécialité. Donc c'est une maîtrise de spécialité que j'avais.
En tout cas, retenu à Brazzaville, cette situation ne m'a pas empêché de vite repartir à Paris, ou en tant qu'agrégatif, parce qu'il faut le dire aussi, il m'avait fait perdre du temps. Je devais passer la deuxième partie des épreuves du concours d'agrégation en droit public, afin d'obtenir une chaire professorale en vue de promouvoir le droit international des droits de l'homme, dont je fus le premier spécialiste francophone, après ma soutenance de thèse en mars 1986. Je vous montre là d'ailleurs les convocations, ceux qui faisaient partie du jury de mon agrégation. Voilà, je devais être le premier peut-être Congolais à être agrégé de droit public en France. Parce que j'étais encouragé par les professeurs Mario Bettati, qui était le directeur de ma thèse, par Karel Vazak, ancien directeur de la division des droits de l'homme et de la paix à l'UNESCO, initiateur donc justement du droit international des droits de l'homme, rapporteur au jury de ma thèse. Je devais défendre la doctrine du devoir et du droit d'ingérence de René Cassin et introduit pour la première fois dans ma thèse sur la limitation de la souveraineté des États. Ce concept repris par mon directeur de recherche et transmis à Bernard Kouchner, que vous voyez, le docteur Bernard Kouchner, n'a pas pu émerger malgré les 2 résolutions adoptées par les Nations Unies sous l'impulsion de la France et de François Mitterrand. Le French docteur Kouchner, vous le voyez aujourd'hui, patauge dans les marécages puants de Sassou, le plus grand dictateur et criminel d'Afrique. Ce n'est pas facile d'être compris par des gens qui n'ont pas la même culture que vous, la même expérience et la même pratique que vous. Chercheurs, spécialistes, érudits en droit international de l'homme, il n'est pas facile d'être classé ou accepté par des gens qui veulent d'une part vous caser dans un camp et d'autre part vous considérer comme un partisan politicien, alors qu'on sait que mon camp est celui du peuple, celui de la défense des droits fondamentaux et rien d'autre. Alors, toutes ces mesures arbitraires et politiques avec les violations des droits de l'homme par l'État dévient, donc l'État qui était mis en place après pourtant des élections libres au Congo, après 1992, ont fait que j'ai été, si vous voulez, favorable à la candidature de Sassou, au moins pour l'arrêt des dérapages de la politique discriminatoire. Alors, lors de mon entretien avec le président Sassou Nguesso en avril 2014, en tant que vice-président de la Commission nationale des droits de l'homme, et aussi en tant que promoteur de la Radio Forum, Sassou Nguesso avait tenté de me dissuader pour que je sois favorable au changement de la Constitution, jusqu'à me faire miroiter une grande promotion et me parler du traitement qu'il accordait aux anciens présidents Lissouba et Yombi. Je ne le savais pas et personne ne le savait. D'ailleurs, c'est une confidence qu'il a dû me faire. Il disait que Lissouba et Yombi percevaient chacun 31 millions de francs CFA par mois, soit près de 46 000 € de rente viagère. Alors que les anciens premiers ministres, comme Maître Moudjile Nomassengo, Skolati Poitier, qui auraient pu bénéficier de leur retraite et rente viagère d'1 300 000 francs CFA, étaient privés de leurs droits. Le Premier ministre Milongo aussi percevait cette rente viagère. Malheureusement, Monseigneur Nkombo a été privé à un moment donné de cette rente viagère. Il s'est adressé à moi. Parce que Sassou n'aime pas ceux qui ne suivent pas ses directives ou qui ne vont pas dans le sens de ses idées. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a annulé au forum journal La Voix des Sans-Voix l'aide pourtant accordée à toute la presse nationale à l'époque privée. Après la tenue du forum de janvier 1998, Sassou a permis à la presse libre, notamment aux journaux, d'avoir des subsides. On a octroyé des ordinateurs et de l'argent, mais sauf au forum, et c'est pour ça que notre journal n'apparaissait plus. Donc c'est une façon de vous dire que merci de m'avoir suivi et pour faire l'évocation des 35 ans de ma prestation de serment
En tout cas, je n'étale pas tout ce que j'ai fait comme que j'ai eu comme affaire, parce qu'on n'est pas dans le matu d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on connaît bien les difficultés que les avocats ont justement dans les affaires. Mais moi, je peux pas être dans un cabinet, effectivement, voir les gens, mais sinon vous allez me regretter. Si à Brazzaville on m'a manqué, mais ici c'est facile en Europe de vous avoir. Surtout, on a vu des cas où on a tué des avocats dans leur cabinet. Et ça c'est connu. Je lance d'ailleurs même cet appel à nos jeunes frères, ceux qui s'exhibent, comme Maître Senda. Je lui dis, écoute, fais attention, parce que si tu reçois des clients le soir, ben, tu risques un jour d'être buté, parce qu'on n'affronte pas un pouvoir. C'est pas l'État français qui va s'émouvoir, hein, non, qui mènera les enquêtes. On a vu comment ils ont fait justement pour l'ancien ministre Guy Brice Parfait Kolela. Ils diront tout simplement, bon, c'est une affaire classée, c'est comme ça. Donc il faut prendre ses précautions. Moi j'ai pris mes précautions en disant, non, mais écoutez, je prends ma retraite, ça ne sert pas que je continue à mettre ma vie en danger. J'ai des petits-enfants que j'ai envie de voir grandir. J'ai des petits-enfants, j'ai 5 petits garçons qui sont mes petits-enfants, en entendant que j'ai des petites filles, mais je veux quand même les voir grandir. Je veux que ceux-là m'enterrent en tant que vieillard. Voilà, je vous remercie. En tout cas, je fais ces éléments pour permettre à la jeune génération de ne pas falsifier l'histoire. Mais je vous apprends que demain, je veux appeler le chef, comme je l'ai dit, le guide matsuaniste, Tata Nyakangila, qui est donc à Mabamampissa, qui est aujourd'hui en difficulté parce qu'on veut leur exproprier le terrain des matsuanistes. Et comme je l'ai dit à plusieurs reprises, que nous n'avons pas le droit de baisser les bras, nous n'avons pas le droit de céder, nous avons le droit d'appliquer les règles du droit, parce qu'il y a ce qu'on appelle en droit la prescription trentenaire. Donc j'insiste, je vais donc rentrer en contact avec Nyakangila pour qu'il puisse me donner la situation qui prévaut par rapport à cette expropriation qui est en cours. Merci beaucoup, à bientôt. C'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout était possible, parce que il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot. Et là, il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille, donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement, et ensuite voilà, aujourd'hui être là, ici présent, c'est la première fois pour moi, donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça, et voilà, je suis vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi, il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui il a tout mon respect. J'oublie pas aussi Monsieur Olas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà.
avec ce 66e Ballon d'Or France Football. Revivons ensemble en images le chemin parcouru jusqu'à ce Ballon d'Or. Bravo, Karim. On te sent très ému. On te sent très ému. Ce Ballon d'Or, c'est ton rêve d'enfant qui se réalise ce soir en direct devant plus de 300 millions de personnes. C'est sûr, je l'ai dit. C'est un rêve de gamin, d'enfant, où je pense que tous les footballeurs l'ont là. Après, c'est difficile d'aller le chercher, c'est pas impossible, parce que moi, c'est vrai que je suis pas un joueur qui pense qu'à marquer des buts, même si je sais le faire, mais je préfère m'amuser sur le terrain, aider mes coéquipiers à chaque fois, parce que pour moi, j'ai grandi avec ce football-là, le football de quand j'étais petit dans mon quartier. On avait un ballon et il n'y avait pas de prise de tête, on jouait tous au ballon dans la même équipe. Donc voilà, c'est un autre rêve qui se réalise et je suis super content. Karim, dans cette salle, il y a une personne qui a toujours cru en ce rêve d'enfant et qui vous l'a toujours rappelé. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Je pense que... Vous l'avez cité tout à l'heure. Non, ma maman, mon père, ma maman. Venez, Avec, maman, venez, madame. Avec son fils Ibrahim. Et Ibrahim, tu peux venir faire un gros bisou à ton papa, je pense qu'il aimerait te serrer fort dans ses bras. Voilà. Voilà Benzema. Venez embrasser votre fils. Maman. Tu vas aller embrasser ton fils, Karim? Viens, Oui. Allez, viens, Ibrahim. Viens. Viens faire un gros câlin, papa, viens. Oh, allez. Allez, on applaudit. Ton papa, Ibrahim. Vous savez, elle a arrêté demain. Karim, tu as 34 ans et 302 jours. Aujourd'hui, tu deviens le Ballon d'Or le plus âgé depuis le premier vainqueur de l'histoire en 1956, Stanley Matthews. Comment tu expliques ce sacre à ce moment particulier de ta carrière? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce qu'on voit de plus en plus des joueurs après la trentaine qui montent et montent encore de niveau. C'est juste de la détermination, du travail et avoir envie, parce que je m'entraîne beaucoup plus que les autres, par exemple. C'est quelque chose qui m'a permis, après mes 30 ans, de me dire voilà, il faut pas lâcher, il faut s'entraîner un peu plus et toujours avoir ce rêve-là dans la tête, et c'est ce qui me motivait, ce qui a fait que voilà, j'étais avec beaucoup plus d'ambition qu'auparavant, mais comme je l'ai dit à chaque fois sur le terrain, juste prendre du plaisir. Vous êtes un bel exemple pour la jeune génération qui nous regarde ce soir. Madame Benzema, on a envie de connaître un peu votre émotion, cette grande surprise, cette fierté, j'imagine. Bah oui, je suis très contente, je vais être très heureuse de mon fils, c'est normal. Voilà, quoi dire de plus? Vous l'avez soutenu dans son rêve, vous avez toujours continué, vous l'avez toujours reboosté quand il fallait. Oui, toujours. Vous y croyez vous aussi? Oui, j'ai toujours cru en lui. Depuis je crois dans ses rêves alors. Oui. Nous sommes très émus, Karim. Merci. Karim, ça faisait 24 ans que la France attendait un Ballon d'Or français. Vous succédez à Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinedine Zidane. Vous entrez définitivement au panthéon du football français. Merci beaucoup. Car il y a également l'une de tes idoles de jeunesse dans la salle que tu as citée, qui, comme toi, a gagné le Ballon d'Or avec le Real Madrid, c'est Ronaldo. Il est venu là, ce soir, pour toi. Quel effet ça te fait? Non, je vais le dire en espagnol.
No, estoy muy feliz que está Je suis aquí porque heureux sabe que tu sois es mi ici ídolo, parce que que tu sais bien, il no hay sait otro bien delantero qu'il est mon idole. como él. Pour moi, il n'y a aucun attaquant comme lui. Lo que ha hecho en el Ce campo qu'il es a fait imposible sur le de hacer terrain otra vez, est impossible à porque refaire es historia, es parce que digo que es c'est l'unico, vraiment de l'histoire. delantero Et que, c'est le seul por ejemplo, attaquant si está en mi qui, equipo, par no se exemple, enseña nervioso, s'il no se est nada, dans mon équipe, eh bien, porque il está a un me nivel que renvoie bon sans rien me dire parce que es imposible il est d'un llegar. niveau qu'il est Como impossible como Zizou égaler. aquí. Égaliser. Es Comme historia, Zizou, es c'est vraiment, c'est l'histoire. Et c'est un vrai phénomène, non seulement pour moi, mais c'est vraiment parmi tous les attaquants le phénomène. Karim, je vous propose de découvrir l'intégralité du classement du Ballon d'Or France Football 2022. Vous devancez Sadio Mané qui se classe 2e, Kevin De Bruyne 3e et Robert Lewandowski 4e. Vous découvrirez samedi dans France Football l'ensemble des votes et des résultats. D'ailleurs, Karim, voici tout de suite la une mythique de France Football qui sortira ce samedi. Tu en as rêvé, elle est là, tu vas la mettre où? Je vais la garder, je vais la regarder tous les jours parce que voilà, c'est un rêve qui a été accompli aujourd'hui, donc ça restera toujours une grande fierté pour moi. Messieurs, madame, sous vos applaudissements, s'il vous plaît, profitons encore un petit peu de l'énergie ici au Théâtre du Châtelet. Venez au centre avec votre ballon d'or. Karim, avec votre ballon, vous l'oubliez déjà. Regardez Karim. Karim, vous pouvez également voir derrière nous votre ballon d'or NFT dans l'écran. Avancez. Venez, messieurs, dames. Mesdames et messieurs, Karim Benzema. Merci à toutes et à tous pour ce soir avec nous, Diab. Félicitations à l'ensemble des vainqueurs ce soir. Merci à toutes les joueuses et tous les joueurs d'avoir été présents ce soir pour continuer à écrire ensemble la légende du Ballon d'Or. Voilà, 67e édition du Ballon d'Or France Football. Merci beaucoup Didier. C'est samedi. Toujours un plaisir. It's been an amazing night. Thank you everyone for being here. See you next year for the Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil hospitalier. Passez votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles. Préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement. La tribune des leaders est l'espace des citoyens responsables des partis ou groupements politiques, des syndicats, des associations, des corporations ainsi que des mutuelles.